Saint-Gervais, dans le calme de l'automne, l'hiver en préparation. C'est là, à 2 pas du centre et au bord des pistes, que Yannick Bertrand a fixé son nouveau port d'attache. Yannick a quitté Châtel et son Chablais natal pour faire d'une pierre deux coups, retrouver sa chérie et se rapprocher d'Albertville, où il doit souvent se rendre, statut de skieur de haut niveau oblige. Yannick Bertrand est descendeur de métier et de passion. Son credo, c'est la vitesse, l'engagement, le risque calculé. 10 saisons déjà que Bambou pointe ses spatules au départ des plus grandes et difficiles descentes du monde. La Streif de Kitzbühel, le Lauberhorn de Wengen, la Birds of Prey de Beaver Creek, la Stelvio de Bormio ou la Verte des Ouches. Autant de classiques dont la simple évocation fait naître des frissons. Au palmarès de Yannick, plusieurs titres de champion de France de descente, une participation aux Jeux Olympiques de Turin, des sélections aux Championnats du Monde, à Bormio, Auray, Garmisch, 141 départs en Coupe du Monde, des places d'honneur en rafale, mais toujours pas ce fameux podium mondial qui couronnerait un parcours exemplaire et solide. À quelques jours des premières courses de l'hiver, c'est un Yannick Bertrand détendu et optimiste qu'on retrouve. Bien décidé à faire une saison aussi pleine que l'hiver dernier, pour peu que son genou gauche, opéré au printemps, le laisse en paix. Visite guidée du monde si particulier de la descente. C'est parti. Salut Yannick. Bonjour. Merci de nous recevoir. Mais de rien. C'est gentil. Je suis content d'avoir réussi à te bloquer un tout petit peu parce qu'en fait avec vos programmes c'est quand même chargé. Hein. Programme des descendeurs. C'est vrai que c'est compliqué mais on arrive toujours à faire. Alors là on est à Saint-Gervais. Exactement. On est à Saint-Gervais et toi tu es originaire de Châtel. Donc on est dans le même département mais c'est pas tout à fait la même station. Non, je me suis expatrié, je me suis rapproché de ma copine on va dire. Voilà c'est ça en fait. Ouais. Et tu es aussi bien ici qu'à Châtel, parce que tu as grandi à Châtel, c'est ton village. Je n'irai pas jusque-là, ouais. Je retourne toujours à Châtel, je suis toujours au ski club à Châtel, je vais skier à Châtel. Mais c'est vrai que pour moi, ici, c'est plus pratique pour beaucoup de choses. Des choses très simples, hein, c'est qu'on s'entraîne souvent à Albertville pour l'entraînement physique. Pour les voyages aussi, je suis plus près du tunnel du Mont Blanc, et ça m'a simplifié un petit peu la vie. Alors Yannick, tu es descendeur. C'est vraiment ton métier. Et c'est ton métier depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Au moins. Tu as fait tes débuts en Coupe du Monde en 2001, c'est 2001. 2001. Val d'Isère. À Val d'Isère. On est en 2012. Donc ça fait 11 ans d'équipe de France, 11 ans de Coupe du Monde. Et toujours pas de podium. Non. Toujours pas ce podium qui ferait que ta carrière aurait une belle couleur. Toujours placé, toujours là, avec des hauts et des bas comme toutes les carrières. Tu te définis comment? Tu te définis comme descendeur, comme skieur professionnel, comme si on te demande, c'est descendeur. 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 Ouais, parce que pour moi, ça reste un petit peu à part. Voilà. Un petit peu plus risqué. Alors c'est quoi un descendeur, justement? C'est quelqu'un qui aime le ski à la base et qui a pratiqué toutes les disciplines du ski, mais qui s'est orienté vers la vitesse parce qu'il avait quand même un petit goût d'adrénaline en plus. Et puis une fois que tu mords dedans, tu lâches pas. Voilà, alors tu as déjà fait, je regardais, tu as plus de 140 départs en Coupe du Monde. C'est ça. Ça veut dire que c'est une dizaine, une douzaine par an. Avec toujours donc descente. Vous avez combien de coupes du monde Une dizaine de courses à peu près dans l'hiver en descente et puis 5-6 en super G. Voilà. Donc il y a peu de courses finalement. Et beaucoup d'entraînement. Et beaucoup d'entraînement. Et il n'y a pas une frustration à avoir si peu de courses? Ou si les courses ça pompe beaucoup forcément? Les courses déjà pompent beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx. Quand tu fais une semaine à Kitzbühel, tu reviens, tu es vidé, mais vidé pour un moment. Et après, c'est ce qui rend aussi les courses intéressantes, c'est que du coup, ça met beaucoup de pression parce qu'il ne faut pas les louper, il y en a peu et il ne faut pas se manquer. C'est un beau métier, c'est une passion, non? C'est avant tout? Ah bah oui, oui. C'est une passion parce qu'il y a plein de contraintes, l'entraînement physique c'est dur, les chutes, les blessures. Pour la vie de famille, c'est pas facile non plus parce qu'on est souvent loin, on est 200 jours par an en dehors de la maison. Mais il y a aussi beaucoup de bonheur. Alors le bonheur, c'est quoi? C'est l'adrénaline, c'est le goût du risque? L'adrénaline, oui. Le goût du risque, moi je ne l'ai pas plus que ça, j'ai l'impression, mais l'adrénaline, je sais que c'est important. Et puis d'être avec les copains, d'avoir les mêmes émotions. C'est surtout ça, parce que c'est des émotions très fortes. La peur, l'appréhension.
toutes les choses, le bonheur du bon résultat, le malheur du mauvais résultat, tout ça, et vivre en groupe toutes ces émotions, moi j'adore. Oui, parce que là, c'est toi-même qui en parles, tu parles de la peur. On pense que les descendeurs, oui, non, ils sont un peu casse-cou, ils sont un peu tête brûlée, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui existe, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Moi je pars du principe que si tu n'as plus peur, tu vas dans le mur et tu te fais mal. Ouais, il faut dealer avec ça en permanence, quoi. Voilà. Donc faut trouver c'est une limite et on peut la pousser selon la confiance qu'on a. Mais c'est quand même... ça te garde éveillé, en fait. Hein. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais c'est un garde-fou. Et si t'as plus ça, tu te fais mal, c'est sûr. Alors, cette année, tu as connu le très bon, parce que c'est peut-être ta meilleure saison. C'est ma meilleure saison au niveau des résultats. Points en Coupe du Monde. Ouais, des résultats. Je finis 18e mondial. Je finis par une belle course à la Schladming. 6e, voilà. Finale de la Coupe du Monde. Avec des podiums qui étaient presque là, par exemple à Chamonix, où tu t'es dit ça y est, je vais enfin les faire, ces podiums. Et puis tu as connu la malchance, la première grosse blessure de ta carrière, à plus de 30 ans, comme quoi ça arrive. Donc comme on dit, tu t'es fait un genou, quoi. Ouais. Cassé le genou, donc bien cassé, latéral interne, ménisque, croisé, tout y est passé. La totale, t'as bien fait les choses en même temps, quand je finis ma chute, c'était au mois d'avril à Zinal, et si on m'avait dit tout de suite, t'as que le genou, je serais content. Parce que c'est une grosse gamelle que t'as pris. Ouais. J'ai fait des pieds-têtes pendant 100 mètres à plus de 100 km/h, donc je m'en sors pas mal, je trouve. Et toi qui n'en prends pas souvent Voilà. Ouais. J'en prends pas souvent, mais là, du coup, j'en ai pris une bonne. Bien fait les choses. Ouais. Et donc, alors maintenant, t'es en reconstruction en fait. Voilà, rééducation au début, puis après réathlétisation, et là j'ai raté qu'à skier 1 mois, 3 semaines, 1 mois, et du coup il va me manquer énormément de temps pour préparer les courses, mais je vais jouer sur d'autres choses, la fraîcheur, j'ai appris aussi sur moi, sur mon corps. Je pense que je me suis bien préparé. On a un staff médical qui est très très performant puisqu'il commence à avoir beaucoup d'expérience. De la blessure, voilà. Enfin du genou en particulier, quoi, parce que c'est quand même ouais. La blessure des skieurs. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Enfin, c'est un truc de... Parce que sinon moi j'étais vraiment dans l'inconnu total. Ouais, de la blessure. Ouais. Quoi. Alors, aucun recul là-dessus. Si on voit ce genre de photos, c'est récent, c'était... La réathlétisation, c'est ça ? Ouais. On est à Saint-Raphaël avec toute la bande d'éclopés. Alors t'es pas... Voilà, justement. Alors les éclopés... Julien Liseroux, Alexandre Pasquier, JB Grange, Kevin Roland et notre kiné Roro qui s'occupe de nous quand on est là-bas. Et là, donc, c'est du boulot en permanence, tout refaire, etc. Réapprendre, déjà, tu réapprends à marcher, à courir, à sauter, à t'entraîner. Dans le sable d'abord pour les chocs, dans les piscines aussi pour diminuer les poids, et puis... Complète avec Julien. Voilà. Là, on se marrait bien. Ouais. Alors ça, c'est un bain froid, ça. C'est un bain froid. Ouais. Ça veut dire que ça calme les douleurs, mais alors ça les calme instantanément. L'eau est à 7 degrés. On y reste 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est magique, parce que toutes les douleurs partent. Et puis là, ça déconne un peu, c'est le moment où, un petit peu. On a fini la matinée, là, et... Puis t'as des gens comme Kevin, etc., qui mettent un peu l'ambiance. Ouais. Oui, en même temps, ça vous permet d'échanger avec les autres disciplines du ski. Voilà. Finalement. Puis moi, j'ai trouvé ça génial d'être avec des gens qui avaient déjà vécu ça, qui, eux, savaient plus où ils allaient. Donc ça t'a aidé, quoi. Ouais. Sinon, j'aurais été vraiment perdu, je pense. Ah ouais. T'as eu un moment... Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, stop ? Non. Non, jamais. Ah non. Pas là, quoi. Ah bah non. À la fin de ma chute, je pensais déjà, c'est un genou, c'est 6 mois, ça va être juste pour le début de saison prochaine, comment on va faire ? Est-ce que je vais louper toute la saison ? Enfin, je ne savais pas, mais j'y pensais déjà. Donc non, ça ne m'est pas du tout traversé l'esprit. Ouais, parce que, entre guillemets, tu es déjà un skieur ancien, sauf que maintenant, on s'aperçoit que les descendeurs, ils ont des carrières longues. Enfin, ceux qui ne sont pas blessés ou ceux qui n'ont pas eu de pépins, ils ont des carrières longues. Donc, tu as encore plein d'espoir devant toi, finalement. Tu n'es pas usé, en fait. Non, vraiment pas. Et surtout, déjà j'ai envie, ça c'est le plus important. Et puis j'ai tellement vu de copains revenir de blessures et être plus forts qu'avant, que moi je me dis pourquoi pas. Toi qui es là depuis longtemps, qui court après le gros résultat quand même, il y a cette course là, tu cours après, tu l'as frôlé, tu as fait 4e à Val d'Isère, tu as eu, là quand tu fais à Chamonix cette année, tu es 9e, tu es à 4/10e du premier.
Il y a des podiums qui t'ont échappé à pas grand-chose. Tu as fait des parties de course où tu es en tête, où tu es vraiment bien, quoi. Bon, il n'y a pas d'usure un peu à courir après cette belle sucette, quoi. Non, mais non. Franchement, alors là, non. Moi, je sais pas si je cours après les résultats. Moi, je cours après être le meilleur possible, mais pour toi. Ouais. Et le plaisir. Voilà. Déjà, je me fais plaisir. J'adore la vie que je mène. J'arrive à en vivre. Donc c'est quand même énorme. Et après, moi, je me fixe des objectifs au fond de moi, mais c'est pas le but principal. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration de voir, par exemple, un type comme des gens avec qui tu t'es tiré la bourse toute ta carrière, style Claret qui a fait son petit podium, Théo qui en a accroché une et qui fait des podiums. Tu te tires la bourre avec eux à l'entraînement, des jours t'es devant, des jours c'est eux, etc. Il n'y a pas un peu une petite frustration à un moment donné de se dire non, pourquoi pas moi un jour Mais je pense que ça va arriver donc. Voilà, donc tu penses que ça va arriver, quoi. Au fond de toi, tu as ce sentiment. J'espère, je fais tout pour. Ouais. Si ça arrive pas, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Il y a d'autres choses dans la vie, mais en tout cas, je pars du principe que tu vois, j'ai dû faire, je sais pas, une dizaine de top 10, et ben, il faut que j'en fasse plus. Et puis il faut que je fasse plus de top 5, et puis, parce que c'est une histoire de réussite, hein, faut avoir tout bien empilé le jour J, mais c'est un peu de la réussite. Et si tu mets plus de chance de ton côté, plus de fois dans les 5, et ben, à un moment, tu vas monter sur la boîte. Hein. Parce que le physique, tu l'as. T'as les plus grosses cuisses de l'équipe de France, non? Non. Presque. Qu'est-ce qu'il faut pour... Est-ce qu'il faut aller prendre un petit grain de folie quelque part? Est-ce qu'il faut... Non? Qu'est-ce que tu te dis, là, avec les coachs? Qu'est-ce que vous vous dites? Bah, moi, je pense qu'il faut que j'augmente mon niveau moyen. Enfin, j'ai pas envie d'aller dépasser le 100% tout de suite, sans savoir faire. Je préfère augmenter mon 80%, puis mon 90%. Mais avec une base solide, avec un physique solide, comme tu l'as dit, et progresser comme ça. Du coup, en évitant plus les chutes. Parce que tu as toujours fait ça, toi, en fait. Ouais. Tu es sur une progression lente. Mais en même temps, je te dis ça, mais je ne l'ai pas choisi. Enfin, je pense que je suis comme ça. Parce que tu es une chose sur les skis, en montagne, et tu as toujours fait les choses à un rythme... tu as un calme, quoi. Voilà. Tu as un calme. Très quoi. calme. Voilà. Ouais. Et ton père te poussait un peu Ouais, mais ça m'a vite énervé, ça. Ça t'a vite énervé? Ouais, tu fais un peu tout à ton rythme, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, quand mon père me poussait à faire du ski, ça, j'adorais. Mais il y a un moment où tu vas vers l'adolescence. Je lui ai dit un jour, maintenant, si j'arrive à te battre en ski, t'arrêtes de me donner des conseils, quoi. Ah ouais. Et donc tu l'as battu. Je l'ai battu rapidement, et voilà. Maintenant, il est spectateur et supporter, et c'est aussi bien. Alors ton ambition, alors, du coup, maintenant, pour la saison qui vient, alors? Alors, c'est vraiment au jour le jour, là. Parce que je suis toujours pas rentré dans un tracé. Je sais que j'ai des skis vite, donc ça c'est déjà une épine. Dans le moral c'est bien, ça. Puis pour le moral c'est bon. Je sais que je connais les pistes, elles me font pas peur. Physiquement, je me suis préparé différemment d'habitude, mais je me suis quand même préparé. Maintenant, c'est qu'une histoire de confiance, d'oser. Et ça peut revenir très vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Et ça, je connais pas du tout. Donc. Alors, je suppose que parmi tes objectifs, il va y avoir celui-là, c'est... À Schladming. Schladming. Ouais, vraiment, parce que c'est une piste que j'ai adoré faire. On a fait les finales en 2012, c'était magnifique. Puis j'ai vraiment l'impression que le ski là-bas, c'est une religion. Tous les supporters connaissaient tout le monde, ils sont pas chauvins du tout, ils encouragent. Je sais pas, l'ambiance était géniale. Donc Schladming, il faut le préciser, championnat du monde au mois de février. Voilà. Qui seront probablement les plus beaux championnats du monde qu'on aura vu en ski. Avec ceux de Val d'Isère, le face-à-face, je pense que Schladming, ça va être génial. Franchement génial. Et donc toi, c'est une piste que tu as découverte l'année passée avec les autres. Voilà. Tu as fait 6e. Voilà. Donc en finale de la Coupe du Monde. Ouais. C'est une course, là aussi tu aurais pu peut-être faire un podium, tu n'étais pas loin. Bien parti, ouais. Aux intermédiaires, tu es encore devant. J'ai été mauvais sur le stade de slalom. Le dernier virage. Voilà. Ouais. Mais sinon, j'étais bien parti. Et du coup, ça me donne envie, j'ai envie d'y retourner. Ouais. Alors après, ça va être des sélections, il n'y aura que 4 descendeurs au départ. Donc, et puis une bonne petite équipe de France, comment descendre? Voilà, il y a Yo Claret, Adri, Caillou, David Poisson, Gus, puis on a des jeunes qui viennent fort, là, Brice Roger, Musaton,
Donc il va falloir que je me fasse ma place aussi. Je suppose aussi que tu penses aux Jeux de Sotchi. Oui. Donc ça, c'est sûrement dans ton programme. On va se faire un peu les Jeux Olympiques de Turin, comme ça, non? C'est une course ça me dit bien, parce que surtout, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu. Je suis même pas sûr que je l'ai revu. Et donc ça, c'est une course? Alors, on écoute les commentaires, parce qu'il y a lui qui parle. C'était pas le cas. J'étais tendu comme une arbalète. Voilà, bon skieur surnommé Bambou, très puissant. En tout cas, il était haut, il fait un très beau premier saut. À partir de maintenant, ce lançoir étant passé, il faut garder la vitesse, être solide sur ses appuis. Allez Yannick, c'est parti. Donc c'est Luc Alphand qui commente. Et Patrick Naff. J'étais vraiment stressé. Ouais, une grosse stress. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce que j'étais pas favori, enfin j'avais rien à perdre. Mais l'événement, les anneaux olympiques, l'ambiance, c'est... Yannick il travaille bien, en tout cas il essaye, même si c'était pratiquement des 3 Français aujourd'hui engagés, celui qui était un tout petit peu moins dans le coup sur les 3 jours d'entraînement, mais sur une course en tout cas il peut le faire, mais raison. Une seconde et demie, ça commence à devenir un retard conséquent pour Yannick qui va continuer à se battre bien sûr pour cette entrée en forêt. Et il réduit un tout petit peu son retard sur le dernier saut juste avant la ligne d'arrivée, mais ce sera largement insuffisant, une 85. Il est loin. Alors? C'est le jour d'Antoine. C'est le jour d'Antoine. Voilà. Bon, alors c'est le jour d'Antoine, et Antoine s'était fait un genou l'année dernière. Un an avant. Ouais. Donc c'est le genre de choses qui peut donner des idées. Ah bah bien sûr. Ouais. Tu t'appuies sur ce genre d'exemple? C'est sûr, je suis passé par les mêmes endroits à Hauteville, j'ai eu le même kiné pour faire ma rééducation. On en a beaucoup parlé d'ailleurs avec le kiné, et c'est sûr que... Tu te fais un peu le film comme ça, quoi. T'essayes de... Bah, disons qu'Antoine avait été très bon dans sa rééducation, et pour pouvoir gagner les Jeux un an après. Donc c'est possible. Il faut être bon. Et t'as bossé en rééducation, Ouais. toi? Tu t'es... Ah ouais. C'est une vache d'épreuve, ça, quand même, non? C'est vache, quoi. Ouais, mais du coup, t'apprends beaucoup sur toi. Ouais. Sur déjà la façon de t'entraîner. Il y a plein de choses que je connais mieux maintenant. Alors, tu as une particularité, parce que tu as eu deux, trois comment on peut appeler ça, anecdotes, qui font parler de toi un peu sur le web, du coup. Hein? Je vois où tu veux en venir. Je pouvais pas y échapper. Alors, il y en a deux. On va regarder. La première, c'était ça. Ouais, Wengen. Sur le chemin, je loupe mon virage, je loupe mon deuxième virage, et pour éviter le tapis, pour pas enfourcher le tapis en fait et m'arracher la jambe, j'ai préféré monter dans le talus, sauf que je ne savais pas qu'il y avait un arbre en haut du talus. Donc, en fait, pas grave. Non, parce que l'arbre, je l'ai vu arriver. Voilà, petite sortie de route. Bon, ça va assez vite comme à l'entrée. Ouais. T'as combien là? Un peu plus de 100 km/h. Bon, mais là, tu t'échappes. Ouais. Bon, ça fait marrer un peu les gens là. Ça, c'est sûr. Je me suis quand même arrêté dans un arbre. Voilà, bon. Donc, finalement, après, on t'a interviewé pour que tu expliques tout ça très bien. Puis, il y en a une deuxième. On regarde ça parce qu'on pourrait voir des chutes, je dis, on pourrait voir des... Tu vois, parce que c'est ça aussi la descente. Mais, alors celle-ci, elle te rend assez célèbre, celle-ci. Ouais. Alors là, par contre, je rigole moins parce que j'ai eu très très mal. C'était en super G à Kitfiel. Une porte en aveugle. Ouh. Ils ont rajouté un cri. C'est pas le mien. C'est pas le tien? Non. Moi, c'est le premier, celui qui est un peu viril. Ah ouais? Ça, c'est la deuxième cri? Le deuxième cri, ils l'ont rajouté. T'es sûr que c'est pas toi? Ouais, c'est un montage vidéo. C'est un montage. C'était un homme. Non, mais là, j'ai vraiment eu mal. J'ai cru que c'est... Bon, on en rigole aujourd'hui, quoi, mais... Non, mais ça n'a pas été très grave. Hein. 10 minutes après, ça allait, mais sur le coup... Sur le coup, ça fait mal, quand même. Mais tu vois, ça circule encore. Ouais, je sais. Ça circule encore. Comme quoi, on se fait sa réputation. Ouais. Alors, tiens, je vais tenter un truc avec toi, parce que, bon, le rêve de tout skieur, je pense, de tout descendeur, c'est de briller sur les grandes pistes. Donc, il y a des grandes pistes. Et il y en a une au-dessus. Et il y en a une au-dessus. T'es d'accord? Ouais. C'est Kitzbühel. C'est Kitzbühel. Raconte-nous Kitzbühel, justement, parce que pour les gens qui sont jamais allés là-bas, on parle de Kitzbühel comme étant un mythe. Ça veut dire quoi pour un descendeur? Ça veut dire qu'elle fait peur, qu'elle est étroite, qu'elle est raide, qu'elle est compliquée à appréhender. Et puis c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a la plus grande ferveur.
C'est une semaine qui est ultra fatigante. Il y a 2 ou 3 entraînements de descente, le super G, la descente. Et tu finis complètement vidé. On va faire un jeu. Ouais. Hein, tu vas essayer de me raconter Kitzbühel comme si tu étais en course. C'est-à-dire quand vous faites la reconnaissance, quand vous faites un petit geste comme ça, vous faites le film, etc. Voir si tu tombes à peu près sur le temps qu'a fait Kuch en 2011. Hein, voilà. C'est extrêmement dur, ça. Allez, vas-y, quand tu veux. Je pousse, voilà, une fois, 2 fois, je me mets en recherche, je plonge sur la première porte, je plonge sur la deuxième porte, je rectifie, je saute la main de je me mets en recherche de vitesse, je vais tout droit, c'est très raide, compression, je me décale, je m'ouvre, je tourne à droite, 180, j'arrive vers Montlhéry, je tourne à gauche, je plonge dans le Steilang. Steilang, le moment le plus dur de la course, très long, j'arrive pas à en sortir. Je descends près des bâches, j'arrive sur le chemin, et là je me mets en recherche de vitesse. 1 seconde, 10 secondes, je sais plus combien de temps ça dure. J'arrive au bout du première partie du chemin, je tourne sur ma gauche. Top, je ressors, je fais un saut. Un long dévers, pied droit, qui va tout droit. Un long plat, une petite bosse, une compression, un petit virage pied gauche, on récupère le départ du super G, pied droit, un long plat, pied droit, on absorbe, pied gauche, on va le long, une longue tripe vers les bâches. Là, ça se resserre, on perd un peu de lumière, un angle droit, une longue partie de glisse. On va arriver vers la cabane à je ne sais plus qui, Anzi, Interser. Voilà. Donc là, ça remonte un petit peu, on est aux alentours de 100 km/h, on fait un petit pif-paf super G, un long pied droit, et là, on voit la banderole. On plonge à la Hausberg, on rentre dans le dévers pied droit, donc là c'est l'enfer, on ne voit plus, on habite. On traverse le dévers le plus vite possible sans essayer de descendre trop sur la droite. On met le chousse, position de recherche de vitesse. On fait la dernière bosse. On arrive, 3, 2, 1, top. Pas mal. Mais j'ai un peu triché ouais, j'ai vu. Parce que tu étais un peu long sur le plat. Ouais. Le plat, c'est très dur à imaginer. Parce qu'il fait une 25 secondes. Ouais. Et 25 secondes, les yeux fermés, c'est long. Mais... Comme quoi, ça... Ouais, mais parce que ça fait 10 ans que je la pratique et enfin, j'essaye de la dompter. Bravo, bel exercice. Merci. Bel exercice. Et ça, évidemment, vous êtes capable de le faire sur toutes les pistes du monde, quoi. Ouais. Plus ou moins. Avec une petite marge d'erreur. Mais... Ouais. Et c'est indispensable. Ce travail-là de mémorisation. Et encore là, je le fais en parlant, donc j'arrive pas à mettre des mots sur tout ce que je vois. Mais quand tu dis qu'on s'amuse à nous balader comme ça avec nos mains, c'est que là, vraiment, on essaye de ressentir la dureté de la neige, les bosses, même toutes les moindres aspérités de la piste. On doit tout connaître par cœur parce que c'est mieux pour la confiance, pour tout. Ça passe par là. Votre sécurité, en fait, elle passe vraiment par là, quoi. Voilà. Moins tu laisses d'imprévus et plus tu peux t'exprimer. Alors c'est rigolo, tiens, il y a un petit sketch que vous avez fait, tu te souviens de ça? France 2, non? Ouais. Hein, tu sors des trucs? Ben non, mais parce que c'est rigolo, c'est... Je me rappelle plus. Et ben justement, on va te le montrer. Si, ça me revient. Si, ça te revient, regarde. Comment ça va, Caillou? Bonjour. Quand je vous vois, je suis vraiment content. Je suis content de vous voir et je trouve que vous avez de la chance quand même. Est-ce que je vous ai parlé, moi, de mon époque quand je courais? Avec Kitzbühel, non? Avec Kitzbühel, je là. Le décor. 40 000 personnes. Oh là là, Kitzbühel, mais on y a droit à chaque fois. Ça sent la course, quoi. Ça sent le ski, là. T'as le clocher entre les spatules, tu vas te lâcher. Hein? Et quel numéro j'avais ce jour-là? 100 € sur le 14. Le dossard 14. J'avais le 14. C'était le 14. C'était le 14 janvier en plus. 14 janvier 95. Luc Alphand. Lui aussi, il a ramé. Le Luc. Il a ramé, il a eu des grosses blessures, et puis finalement, ça a claqué un jour, quoi. Donc, ça a plus que claqué, là. Non, mais il fallait gagner la première. C'est clair. Gagner la première. C'est clair. Parlons un peu de cette équipe de France, là on te voit avec Poisson, David Poisson, Caillou. C'est un groupe un peu particulier, le groupe des descendeurs?
Moi, je pars du principe qu'il ne peut pas y avoir de bons descendeurs, de bons coureurs en France si le groupe n'est pas soudé derrière. Parce qu'en descente, quand tu arrives pour la première fois sur les pistes, si les anciens, si ceux qui ont de l'expérience t'aident pas un peu, t'orientent pas, te donnent pas 2-3 petits conseils, t'es perdu. Et tu mets beaucoup de temps à prendre la piste, à stresser, à partir sur des fausses directions, enfin dans des choses qui sont pas bonnes. Et du coup, ça crée des liens. Ça crée des liens entre les anciens et les plus jeunes. Et quand le plus jeune marche bien, l'ancien est content parce que c'est qu'il l'a bien conseillé. Et puis inversement, et ça tisse des liens. Parce que c'est un sport individuel quand même. C'est un sport individuel, mais une fois que la course est faite, le résultat il est fait. Si c'est un Français qui peut être devant, si c'est pas moi, je préfère. Alors, il y a un rendez-vous qui... Bon, il y a Schladming cette année, championnat du monde. Donc, tu espères être remis et être à fond, et sélectionné. Et puis après, il y a évidemment les Jeux Olympiques de Sochi. Donc, c'est une piste que vous avez découverte cette année. Ouais. C'est quelque chose qui t'habite maintenant, ces Jeux Olympiques, ces anneaux-là, tu les vises là? Disons que j'ai été tellement stressé et pris par les émotions la première fois que je les ai fait en 2006. J'aimerais bien y retourner une fois un peu plus décontracté pour pouvoir plus m'exprimer. Donc j'aimerais vraiment y retourner. Ouais. Et là, d'une certaine manière, vous partez tous un peu à égalité, puisque ces pistes, vous les découvrez tous en même temps. Voilà. Donc ça remet presque les compteurs à zéro pour tous les coureurs. L'expérience joue moins, ouais. Oui. Par exemple, par rapport à Kitzbühel, où il y a un mec qui l'a fait 10 fois et toi t'arrives, c'est sûr qu'il va être meilleur. Ouais. Même si t'es le meilleur des jeunes, le champion du monde junior, il va pas gagner Kitzbühel. C'est impossible, c'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Et ta situation de skieur de haut niveau en France avec la Fédé, avec... t'es douanier? Je suis douanier. T'es douanier? Ça, c'est une chance. Donc tu as ce statut-là. Voilà. Tu auras fini ta carrière, tu seras déjà à la retraite de la douane, presque, non? Pas encore, mais vraiment, on n'en parle pas assez et pas souvent. C'est que l'institution des douanes et de l'armée nous aide, mais tu vois, ils ont 29... Les douaniers, on est 28 douaniers en équipe de France. Mais tu te retrouves pas à la douane un jour à faire des contrôles? Non. Tu fais pas le métier de douanier? Pas encore. Mais ça peut... Fabrice Guy l'a fait, par exemple. Fabrice Guy, champion olympique, est allé... De Vicroux, etc. Quoi. Ouais. Donc tu te prépares à ça? C'est une possibilité. Et disons que c'est une porte de sortie. Après, moi, je sais pas du tout ce que je vais faire. Quand voilà, justement, alors je voulais te poser la question... pour moi, c'est un trou noir. C'est un trou noir. Ouais. J'y pense pas du tout. Et j'ai pas envie d'y penser. Ça viendra le moment venu. Je sais que j'ai plusieurs portes de sortie. Je sais que j'aimerais bien entraîner parce que j'ai accumulé beaucoup d'expérience et j'aimerais bien la retransmettre. Entraîner les plus petits, ça peut être drôle aussi parce que j'aime bien. Je sais pas du tout. Puis alors, il y a quand même un événement important. Tu vas être papa. Je vais être papa. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Et tu sais pas encore si ça va changer ton approche ou de la compétition ou de la descente, non? Ça peut changer sur le fait que je vais mieux encaisser les mauvais coups, les mauvais résultats, puisque ce sera pas le plus important. Je sais que quand je vais rentrer à la maison, j'aurai toujours ma petite femme et mon petit bout de chou qui vont m'attendre. Et ça, c'est quand même le plus beau des cadeaux. Plein de bonnes choses, quoi. Plein de belles bonnes choses. Merci beaucoup.